Ces dernières années, la surcharge cognitive liée aux écrans ne cesse d'augmenter. Les conséquences sont déjà visibles et les impacts sur notre capacité d'attention nous alertent. Difficulté à nous concentrer, sentiment d'être constamment sollicité, peur du silence, angoisse liée à l'idée de perdre son téléphone. Si on n'y fait rien, cette surcharge cognitive continuera de grignoter nos vies. Depuis plusieurs mois, je suis chez un opérateur mobile qui repense le numérique comme une denrée limitée, tant pour l'environnement que pour notre temps d'attention. Cet opérateur, c'est Télécope. Il propose un forfait mobile appelé le forfait engagé qui te récompense si tu consommes moins de données mobiles. En gros, moins tu passes de temps derrière les écrans, moins tu consommes et moins tu payes. Pour t'aider à déconnecter, Télécope t'accompagne avec des astuces concrètes. Par exemple, avec le défi déconnexion, tu as 30 jours pour repenser ton usage mobile avec des actions simples. Tout est en accès libre sur leur site internet. Pour en savoir plus sur Télécope, rendez-vous sur le lien en description. Tout de suite, place à un nouvel épisode. J'ai vraiment cherché longtemps le sens de la vie. Et finalement, je suis pas sûre qu'il y a un sens. Mais c'est pas grave. Je crois que c'est surtout ça que la vie m'apprend. Que même s'il n'y a pas de sens, c'est pas grave. Hello, bienvenue sur Nouvel Œil. Je suis Victoria, j'explore la vie et l'émerveillement sous toutes ses formes. Alors je me balade avec un micro jaune pour rencontrer celles et ceux qui m'inspirent. C'est autant de personnes au parcours singulier, qu'ils soient connus ou pas, mais qui sont tous libres. Dans cette émission, je leur pose mes questions sur ce qui fait nos vies. On parle de confiance en soi, d'amour, des changements dans nos sociétés, du sens de la vie, et finalement, de ce qu'est la liberté. Alors bienvenue dans la saison 6 du podcast, qui t'invite à regarder le monde et la vie sous un nouvel œil. On a appris à nous conformer, à rentrer dans le moule, à suivre la foule. Pourtant certains portent en eux une autre manière d'être, une harmonie avec les cycles plutôt qu'une quête de contrôle, une résonance intuitive plutôt que des chemins tout tracés, et un désir de liberté qui s'affranchit de la norme. Alors que nos repères s'effritent de plus en plus, l'allégorie des sirènes nous invite à repenser notre rapport au temps, au sensible et au vivant. Clémentine Sebeau en est une sirène, une vraie. Elle m'a accueillie chez elle au début de l'automne, quand les feuilles tombaient et que le gris s'installait. Quand je suis arrivée, elle ramassait des fleurs pour en faire des colliers et illuminer les vies de chacun. Parce que oui, les fleurs illuminent les vies et ça marche vraiment. Après qu'on ait déposé les micros jaunes, on s'est lancé dans un atelier de création de couronnes en fleurs, puis on est sorti dans la rue, à Dinard. On voulait voir ce que ça faisait aux gens de voir quelqu'un porter des couleurs et des fleurs dans ses cheveux. En retour, on a reçu des sourires, des vous êtes belles, des merci, ça change, ça égaye, on en a besoin. Clémentine, elle, c'est tous les jours qu'elle veille à allumer des soleils dans la vie des gens, en incarnant la sirène qu'elle est. Les sirènes sont un désir de liberté dans un monde d'empêchement, une envie d'harmonie, une volonté de réconcilier les polarités en soi, afin de pouvoir incarner cette réconciliation. Comment alors passer d'une avocate à une sirène ? Avec Clémentine dans cet épisode, on parle de troubles autistiques, de sirènes et de réconciliation. J'espère que cette écoute t'invitera à révéler la sirène qui sommeille en toi. Tu es prête ? On y va ? Oui. C'est parti. Salut Clémentine. Bonjour Victoria. Merci de m'accueillir chez toi, à Dinard, pour cette rencontre. Je suis ravie de faire ta connaissance. C'est Aurélie Valognes qui m'a parlé de toi il y a quelques semaines, qui m'a présenté ton travail, la manière dont tu parlais de la sirène, et ça m'a passionnée. Donc merci pour ce moment. Je suis très heureuse de pouvoir dédier un épisode au sujet de la sirène. C'est hyper original, et on va voir à quel point au final c'est le sujet de toutes nos vies. Toi, depuis 6 ans, tu explores, tu interroges, tu écris et tu documentes ce que serait une sirène aujourd'hui. Et on a souvent l'image de très naïve de ce que pourrait être une sirène quand on est enfant, et on décrédibilise souvent en fait ce mot-là. Et toi, tu arrives à en faire quelque chose accessible au grand public. Tu en as même écrit un livre qui s'appelle L'art d'être sirène dans un monde de requins, publié aux éditions Jouvence. On va parler de tout ça, mais déjà avant toute chose, j'aimerais savoir comment est-ce que tu vas aujourd'hui. Eh bien, déjà, je suis très contente de te voir. Je suis contente d'être à Dinard. Là, il fait beau. On est dans les grandes marées, donc j'aime les grandes marées. Hier soir, il y a un coucher de soleil incroyable. Avec une lune pleine magnifique. Lune pleine, coucher de soleil flamboyant, marée haute, plate, ce qui est assez rare chez nous. Écoute, ça va.
Ça va, j'ai juste abîmé mon genou en mai. Donc, j'apprends à fluidifier ma vie avec un genou cassé et qui est en train de réparer. Mais sinon, je suis très contente. Qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui ? C'est une question que je pose à tous mes invités. Alors peut-être qu'est-ce que cet accident aussi t'a appris, si on rejoint les deux bouts ? Alors, qu'est-ce que la vie m'a appris ? Qu'il s'agissait de vitalité, je crois. De vitalité, de fluidité. Qu'en fait, c'est très très basique, mais qu'on la contrôlait pas. Enfin, que la vie était mouvement, je pense. Enfin, c'est une question qui est intéressante pour moi parce que je vais partir dans du dark, mais allez, ça y est. Au bout de 3 minutes. Non, mais j'ai vraiment cherché longtemps le sens de la vie. Et finalement, je suis pas sûre qu'il y a un sens. Mais c'est pas grave. Je crois que c'est surtout ça que la vie m'apprend. Que même s'il n'y a pas de sens, c'est pas grave. Moi, j'ai toujours cru quelque part qu'il fallait s'en sortir par le haut. Donc j'ai cru un jour que quand j'aurais un corps de rêve, tout se passerait bien, que quand j'aurais des super diplômes, ce serait génial, que si j'avais de l'argent, que je montais une entreprise, tout le monde me reconnaîtrait. Et systématiquement, c'est au moment où j'ai accepté que je n'aurais pas un corps de rêve, que je n'aurais pas une multinationale invraisemblable. Enfin, à chaque fois que j'ai fait le deuil de l'être parfait que j'imaginais complètement légitime dans la société, que la paix s'est invitée en moi. Comment est-ce qu'elle se ressent, cette paix ? À quoi est-ce que tu te disais « Ah, là, c'est la paix » ? La paix, c'est l'absence de tension, l'absence de compression. Moi, j'ai l'impression que dans notre corps, il y a des moments où justement, on ne se pose pas la question. On n'a pas les cervicales tendues, on n'a pas le souffle coupé. Comme je disais tout à l'heure, on regarde pas à gauche, à droite si quelqu'un va passer, on regarde pas son téléphone. On n'est pas en attente de quelque chose et ça, pour moi, c'est la paix. Et tu es dans cet état-là en ce moment ? Ouais. Depuis longtemps, c'est durable ? Ouais, de plus en plus souvent. Et c'est marrant parce que c'est pareil, j'écoutais Finalement, je trouve plus son nom, mais tu vas peut-être m'aider. Celui qui a écrit Les mots sont des fenêtres. Non. Sur le langage bienveillant. Le langage, la non-violence verbale. Ah, Thomas Dansembourg ? Exactement, oui, Thomas Dansembourg. Je l'ai reçu aussi sur le podcast. Et ben voilà. Et lui, il avait un discours très très juste en disant que parfois ça nous touchait comme ça par hasard et que finalement, plus on le pratiquait, plus c'était un état d'être. Et donc, moi, évidemment, j'ai des hauts, j'ai des bas. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais j'ai l'impression que plus ça va, plus quelque part le cycle de tension, réconciliation, qui pour moi est vraiment la clé de la sirène et de la fluidité, de la non-compression, plus ça va, plus le cycle s'accélère. Dans le sens où la tension, on la laisse moins se poser, se mettre dans les entrailles. Beaucoup plus vite, je me rends compte que là, il y a un truc qui va pas. Je peux respirer ou aller mettre les pieds dans l'eau ou danser ou chanter ou quoi que ce soit. Mais en fait, très vite, il y a comme des petits signaux qui indiquent « oh là là » et hop, on repart, on réconcilie. Donc moi, j'ai vraiment l'impression qu'avant, il y avait des tensions, même parfois des tensions dans lesquelles on s'enfonce. Enfin, je dis ça souvent à mon fils. Je lui dis, quand on se fâche, je dis « mais en vrai, combien il y a de portes de sortie dans le conflit ? Combien de fois as-tu vu que je te tendais la main ou que tu avais une occasion de sortir du conflit et que quelque part, tu as continué à serrer, à tendre. Et bien ça, j'ai vraiment l'impression que plus ça va, plus l'état d'être, on repart à la fluidité systématiquement, s'installe. C'est presque un conditionnement du cerveau ou un muscle qui se travaille comme on fait du sport, où plus tu le fais, plus c'est facile et évident de le faire. Oui, exactement, c'est ça. Plus on tend à la fluidité, plus la vie devient fluide. Magnifique. Pour revenir un petit peu à ton parcours, donc toi tu es originaire de Dinard et tu vis toujours entre Dinard et la République dominicaine. Donc finalement tes racines restent encore ici. Et tu es anciennement avocate et maintenant fraîchement autrice. Et tu commences ton livre en disant « Un jour j'ai été avocat. Un jour j'ai travaillé dans un cabinet américain. Un jour j'ai travaillé avec des gens brillants, des gens intelligents, des gens puissants, des gens comme le businessman du Petit Prince mais en mieux. Des gens qui maîtrisent les 2 piliers de notre société contemporaine, la loi et la fiscalité. Des gens qui dégagent une énergie semblant dire aux autres « je suis le plus fort de tout le monde ». Des gens qui ne doutent pas, ni de gagner de l'argent, ni d'être l'élite, ni de l'intérêt de défendre des sociétés qui gagnent des millions
pour en gagner quelques-uns de plus et en prendre autant qu'ils le peuvent sur le passage. Des gens qui ne doutent pas du fait de dédier leur vie à cette progression hiérarchique. D'envoyer un message un 11 novembre à 4h du mat', d'envoyer 10 messages un 11 novembre à 4h30 du mat', de s'offusquer à 8h ce jour férié, que l'on n'ait pas encore répondu. Un jour, j'ai été avocat. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi ai-je passé 8 ans de ma vie à étudier un droit qui ne rend aucune justice ? Pourquoi ai-je consacré ma jeunesse à des valeurs qui, aujourd'hui, me sont aussi étrangères ? Surtout, comment passe-t-on d'avocat conseil en droit des affaires à sirène ? Du coup, je te pose la question. Comment est-ce qu'on passe d'avocate à sirène ? Eh bien, par le questionnement. C'est ce que j'ai trouvé après. Je me suis dit, finalement, je crois que le droit... Et tu sais, c'est incroyable le nombre de sirènes que j'ai qui font du droit ou qui sont avocates. Ah oui. C'est assez incroyable. Je crois que... Alors, il y a le questionnement et je crois qu'il y a aussi le côté justicière. J'en parle après. J'ai l'impression que... Je crois que la sirène est animée d'une envie d'harmonie. Et je pense que naturellement, et encore plus dans notre système, l'envie d'harmonie passe beaucoup par le droit et la justice. Donc, je regrette pas le droit, j'ai adoré le droit, mais je crois que c'est comme ça, en fait, à force de questionner, je me suis retrouvée sirène. Et alors pour toi, être sirène, c'est finalement l'allégorie de personnes qui, ont fait un pas de côté dans une société normative, portent en eux ou en elles un appel, c'est-à-dire la conscience d'avoir quelque chose de beau à apporter au monde, et qui sont animés par un désir de fluidité. Toi, quel a été ton appel finalement ? Ta conscience d'avoir quelque chose de beau à apporter au monde ? Alors l'appel, maintenant je formulerai le donner à voir, le mouvement sirène. Maintenant je pense que c'est ça qui m'est tombé dessus. Au début c'était très flou, et c'est souvent ça la sensation, c'est la sensation d'avoir quelque chose à apporter au monde, sans savoir quoi exactement. Les sirènes souvent elles commencent par l'idée c'est que. Donc on a une vision dans la tête, on voit notre monde parfait, mais on ne sait pas très bien comment s'en sortir. Et dans notre monde qui est très normé, très avec des cases, on voit pas très bien à partir de quelles cases est-ce qu'on fabrique tout ça. Alors moi, je dis qu'il vient des tripes, parce que j'ai souvent cette référence au ventre. Je sais pas si c'est la même chose pour tout le monde, mais c'est quelque chose c'est vraiment une énergie, une sorte de vitalité qu'on a en nous, un enthousiasme au vivant qui fait qu'on sent qu'on a quelque chose à apporter. Et toi, comment et quand est-ce que tu as senti que tu avais quelque chose de plus à apporter pendant même que tu pratiquais le droit ? Alors, je sais pas si c'est de plus. Moi, j'ai l'impression que tout être humain, je me soigne à l'acupuncture, j'aime le Tao, donc je reviens beaucoup à la notion de fonctionnalité. Moi, j'ai l'impression que tout être humain a une fonction. Et qu'en perdant nos repères cosmiques, on perd la notion de fonction, et c'est pour ça qu'on est un peu perdu. Quand on fait du droit, c'est agréable aussi parce que quand ça fonctionne, on a la sensation du cerveau qui fonctionne en fait. Moi, quand je faisais du droit, les cas qu'on avait en fait, on doit trouver comment est-ce que ça peut marcher, quelle peut être la petite faille dans la loi qui permet de juste s'infiltrer. Et ça, c'est aussi de la fluidité quelque part. En fait, le droit, dans ces cas-là, on a une tension, soit a priori parce qu'on veut arriver à un projet, on ne sait pas comment le faire légalement, soit parce qu'on a un conflit et qu'on veut démanteler le conflit. Mais cette notion de tension-réconciliation, ça marche très bien pour ça aussi. On a une situation qui est bloquée et on se dit comment est-ce qu'on va faire pour, dans notre façon de définir les faits, de définir les termes, de trouver les lois, de mettre en accord quelque part, aligner ce qui s'est passé, ou ce qu'on va créer, donc des structures juridiques, comment est-ce qu'on va faire en sorte que ça tourne, que ce soit fluide ? Et du coup, ça à un moment donné, ça te parlait plus ? C'est pas du tout que ça me parlait plus, parce que j'adore ça. Le problème, ce sont les conditions de travail. C'est que on se retrouve... c'est un vrai conflit, c'est que pour faire quelque chose de fluide, on se retrouve à vivre une vie compressée et compressante. Mais c'est un cas que je retrouve aussi aujourd'hui, que je retrouve très souvent. C'est que on va avoir une envie de porter quelque chose de beau et quelque chose de fluide et quelque chose de non compressant. Sauf que dans notre société actuellement, pour faire ça, il faut se battre souvent. Mais on en parlait pour les livres, pour trouver un éditeur, pour trouver du temps pour écrire, trouver du temps pour lire, trouver un éditeur,
après peut-être faire des réseaux sociaux, alors qu'en fait on a envie de liens réels et on se retrouve à passer des heures dans quelque chose de digital qui est antinomique presque avec ce qu'on porte. Donc c'est toujours ça la question de l'équilibre. Et le droit, c'était ça, c'est que je me suis retrouvée dans un cabinet américain où là, intellectuellement, c'était extraordinaire. C'est génial, on se sent intelligent, on a l'impression d'être important, même si c'est un fantasme. Sur le moment, la sensation, elle est très agréable. Sauf que la contrepartie, c'est qu'on finit à 2h du matin, qu'on doit revenir à 9h. Comme je dis, qu'on doit être là pour des jours fériés, on doit être là, le week-end, on peut être rappelable. Et moi, il y a 2 éléments qui m'ont fait prendre conscience de ça. Le premier, qui était assez latent, c'est que je commençais à être beaucoup plus agressive. Quand je parlais, je voyais que le ton que j'employais avec les gens, j'étais plus nerveuse, je m'énervais plus vite. Et le vrai élément déclencheur, c'est qu'un jour, à 2h30, 3h du matin, je rentre du travail, je m'écrase dans le canapé. Et à cette époque-là, ce que je ne fais plus, mais à cette époque, j'avais ce réflexe de mettre la télé pour avoir un espèce de truc d'animation qui me détendait. Et donc, je m'écrase dans le canapé, épuisée. J'allume la télé. Et là, je tombe, je pense, sur Arte ou sur une fille en maillot de bain sur un bateau qui plonge et qui met une balise sur une tortue. Et elle était en Nouvelle-Calédonie. Et je me suis retournée, je me suis dit, on avait un petit appartement. Vincent, il était à ma gauche. Et je dis, mais Vincent, regarde, c'est ça sa vie. Et je veux cette vie. Non, mais et on était là dans notre truc parisien et j'ai regardé ça et je me suis dit, en fait, il y a un truc qui bug. C'est ça, en effet, c'est ça ma vie, c'est ça la fluidité, c'est ça la réconciliation, l'espèce de tout en harmonie. C'est ça le truc. Et ça qui est bizarre, c'est que quelque part, pour pouvoir avoir un impact, manifester notre appel, on se retrouve à passer par un parcours qui est complètement à l'opposé de ce qu'on veut apporter dans le monde. Et finalement, je trouve que c'est là, la question tension, réconciliation, fluidité, c'est là que c'est intéressant. De toujours voir comment est-ce qu'on avance, qu'est-ce qui vaut la peine, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas décaler. Et donc, comment finalement tu as fait cette transition entre ta vie juridique, ta vie d'avocate, à t'autoriser à être pleinement sirène? Comment la transition s'est faite? Alors, la transition, je réfléchis pas beaucoup parfois. Voilà, donc comme je t'ai dit, quand j'étais à Paris, j'ai envoyé mon préavis sans savoir où j'irais. Pareil, quand j'étais en cabinet d'avocat, j'ai dit que en fait que ça m'allait pas, donc j'ai renoncé, en plus en expliquant à quel point je trouvais que les conditions de travail étaient horribles. Donc j'ai juste arrêté et après j'ai monté des sites de voyage et à partir de là vraiment j'ai eu cette tendance à faire plein de petites choses en même temps. Donc faire les sites de voyage, rénover un appartement pour des gens qu'on connaissait. Après, j'ai monté une entreprise après, j'ai eu les enfants. Et après, j'ai monté une entreprise de fleurs locales. Mais vraiment, quelque part, et c'est ce que je dis sur le truc parfait et le deuil, c'est que je partais d'un idéal social génial, familial. Mes parents, mon père, je crois qu'il a toujours pas digéré que j'arrête le métier d'avocat. Mais finalement, une fois que j'étais plus dans le top de ce que j'aurais pu être, j'ai tellement déçu tout le monde en arrêtant ça que j'avais plus rien à prouver, plus rien à... Enfin, j'étais complètement libre, en fait. Ça qui est extraordinaire, c'est la liberté que tu as ressentie. Ouais, c'est la liberté. Et c'est ça vraiment, c'est que j'ai eu un besoin intense de reconnaissance. Et je crois que mon genou, ça vient vraiment terminer ce cycle-là. Tu ne cherches plus du tout de reconnaissance aujourd'hui? Depuis mai, donc on va voir. Hein. On n'est pas à l'abri d'avoir un petit soubresaut. Mais je me suis dit vraiment, il faut que j'arrête ça. Il faut que j'arrête la reconnaissance. Parce que à chaque fois que, et d'une manière souvent relativement violente, j'ai eu un clash sur de toute façon, tu ne seras jamais reconnu. Je me suis vraiment dit, mais de toute façon, tant qu'à ne pas être reconnu, autant faire tout ce que je veux. Et à chaque fois, c'est là qu'une porte énorme s'est ouverte et que j'ai ressenti cette fluidité, cette paix, cette liberté et que ça m'a fait énormément avancer sur mon chemin.
Et au final, qu'est-ce qui change dans une vie quand on s'autorise à écouter son cœur? Tout. Tout du sommeil. Moi, j'étais insomniaque. Moi, de 14 ans à 21 ans, je ne dormais pas et j'avais fait un deuil du sommeil. Je me suis dit, bah voilà, je ne dormirai jamais. Toute ma vie, je ferai des cauchemars. J'étais à l'hôpital 3 fois par semaine parce que je dormais pas, donc je m'écroulais, je faisais des crises de spasmophilie. Maintenant, mais je dors n'importe où. Au fur et à mesure, vraiment des clapets qui se défont comme des petites bulles d'oxygène qui remontent à la surface et puis après, pof, la mer est belle. Et tu dis qu'au final, toutes les sirènes ont ce désir de liberté pour écouter justement leur cœur, mais que c'est compliqué dans un monde d'empêchement. Qu'est-ce qui nous empêche? Toi, par exemple, qu'est-ce qui t'a empêché avant de t'autoriser pleinement cette liberté? Je m'autorise, mais je vois... En fait, ça qui est intéressant, c'est aussi plus on creuse sur l'empêchement, plus on se rend compte qu'il y en avait d'autres cachés. Qu'il y en avait d'autres et qu'il y a encore des choses qu'on s'autorise pas. Moi, le premier empêchement, c'est ce besoin de reconnaissance. Ce sont des empêchements souvent qui sont assez inconscients et assez cachés. C'est un peu comme le microplastique dans l'océan, en fait. On le voit pas et ça nous bloque. Sauf qu'en effet, c'est pas forcément que ça vient de nous, mais il ne tient qu'à nous de nous en affranchir. Ça ne vient pas de nous parce qu'on n'est pas folle, on le crée pas de toutes pièces. En revanche, à un moment donné, c'est ce que je disais, on peut se dire, allez, je continue à me baigner là-dedans, je continue à me sentir victime, je continue à en vouloir à tout le monde et je continue de me dire que c'est la faute de la société et tout est la faute de la société. Soit je me dis, ok, tout n'est pas parfait, il y a plein de trucs que j'aurais aimé faire différemment, il y a plein de choses qui sont pas forcément évidentes, mais petit à petit, je vais essayer de construire, renouer, me connecter avec quelque chose de différent. Et ça t'a pris combien de temps au final? Ça me prend. Je pense que ça va être le travail de ma vie. Hein. Moi, maintenant, mon objectif, c'est de mourir en paix. Mais tu as dit que tu étais déjà en paix, donc c'est bon. Oui, mais c'est pas parce que tu es en paix en vie que tu sais que tu vas être en paix quand tu meurs. Et je trouve que quand les gens deviennent vraiment âgés, il y a des choses qui remontent. Donc je me dis, je crois que quand on meurt en paix et qu'on est vraiment en paix au moment de mourir, je crois qu'on a bien fait le taf dans sa vie. Et maintenant que tu t'autorises beaucoup plus justement cette paix intérieure et des choix de vie plus alignés, tu nous disais que parfois tes parents, t'avais l'impression qu'ils n'avaient pas totalement digéré encore le fait que tu ne serais plus avocate. Tu dis dans ton livre à un moment, ne plus subir mais vivre, ne plus taire, respirer. En ne me reniant pas, j'offre le reflet du décalage. Je donne à voir la possibilité d'un décalage, presque un droit au décalage. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux encore ressentir, justement, ce décalage dans le fait de t'autoriser à vivre et d'être sorti de ces clous traditionnels, on va dire? Comment est-ce que tu as vécu ce décalage et comment est-ce que tu le vis? Alors justement, la différence, c'est qu'avant, c'était très violent. Systématiquement, le décalage était violent. C'est-à-dire que on va proposer quelque chose dans le monde qu'on trouve beau et dont on ne se rend pas forcément compte du caractère dérangeant pour d'autres personnes. Mais ça peut être, par exemple, chanter dans la rue, danser dans la rue. Enfin, des enfants, ils vont faire ça. Ou des couronnes de fleurs, ils vont porter des pâquerettes. Enfants, ça va. Et puis, il y a un jour, on commence à comprendre que ça va plus. On ne sait pas exactement pourquoi. Personne ne nous explique pourquoi d'ailleurs. Mais on voit qu'il y a des choses qui commencent à être décalées. Et que c'est pas la façon convenable de le faire. Et à ce moment-là, en fait, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, mais on sait pas exactement quoi. Donc j'essaye d'apprendre les codes, de voir qu'est-ce qu'il faut faire, Moi, j'ai du mal aussi à savoir en quoi la question du trouble du spectre autistique joue encore plus ou pas dans Tu en as un? Dans ce décalage, ouais. Et comment est-ce que tu pourrais te décrire ce que c'est pour que peut-être des personnes qui l'ont et qui ne savent pas qu'ils l'ont puissent s'identifier? Alors moi déjà je dis qu'on abrite un trouble du spectre autistique, tu vois, je considère pas que ce soit une maladie, un problème. Justement, moi je décrirais ça comme un décalage par rapport à un fonctionnement normal, typique du cerveau. Mais je pense que c'est pareil, c'est sur des spectres. En fait, le cerveau a différentes façons de fonctionner. On sait, il y a des gens qui sont créatifs, des gens qui sont rationnels. Et ben, à l'extrême de la déconnexion à la norme, je pense qu'il y a le trouble du spectre autistique.
Du jour au lendemain, une fois qu'on a le papier du docteur, les gens ils comprennent mieux, il est plus capricieux, alors qu'en fait on devrait avoir le droit à la différence sans aller payer je sais pas combien un psychiatre à Paris. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et en quoi, toi, ça t'a permis d'explorer justement la voie des sirènes? Et comment est-ce que tu décrirais au final ce qu'est une sirène? Moi je crois que ce que ça me permet par rapport à la sirène, c'est de m'extraire. Avec le temps, et on en revient à la question du décalage en fait, qui était violent et qui n'est plus, c'est que finalement, à force d'avoir essayé et de me rendre compte que de toute façon, je n'arriverais pas à me conformer, je me suis dit je vais faire l'inverse, vu de toute façon, je n'y arrive pas. Ma réflexion c'était vraiment de toute façon, comme je ne leur plairais pas, autant me sentir bien, autant me faire plaisir à moi. Et c'est à partir de là, je me suis dit je vais explorer. Et je pense que c'est ça qui m'a permis d'arriver à la sirène et qui me permet d'ailleurs tous les jours, avec ses difficultés. C'est ce que je le dis dans le livre. Moi, j'aime la couronne de fleurs. C'est hyper simple. Mais sortir avec une couronne de fleurs dans la rue, c'est pas du tout évident. Moi, je le faisais et je l'enlevais, je la remettais, je l'enlevais. C'est les bras en l'air. C'est hyper dur. Alors que c'est notre corps. Et pourtant, juste quand on danse, on voit bien. Surtout en Europe, on danse les bras collés avec un verre. Et moi, plus ça va, plus je me dis, en fait, je vais refuser de réduire mon mouvement, pas par besoin de me montrer, mais par espèce de confiance cosmique dans le rapport qu'on a à l'espace. C'est comme la mer. En fait, la mer, elle est là, c'est son territoire, c'est la mer. Quand on rentre dans la mer, on se sent à sa place. Et pourtant, on prend de la place de l'eau qui était là. Mais on ne le ressent pas comme ça. Dans l'idéal... la vie elle serait comme ça et je crois que et donc pour moi la sirène c'est justement un ou une humaine en quête de fluidité. C'est ça l'obsession de la sirène. Et pour toi, il ne s'agit pas de rêver d'un ailleurs, mais de changer de regard. En quoi être sirène, c'est avant tout une manière de voir et d'habiter le monde finalement? Alors déjà parce que je pense qu'on le porte et je pense que l'émerveillement, en fait, on part de qualités qui sont profondément humaines. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que la sirène, c'est un imaginaire que très souvent on me dit c'est utopique, mais non seulement la sensorialité, l'émotion, l'émerveillement, c'est profondément humain, mais en plus, maintenant que j'ai un peu peaufiné le sujet, quand on regarde dans le monde, parce que la sirène, on la retrouve partout, on retrouve des événements, des moments sirènes partout. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ce sont des événements qui ne sont pas la norme, mais qui, dans leur côté exceptionnel, attirent énormément. Pour moi, quand on envoie des lanternes, c'est sirène. Quand les gens ils vont à Bali pour aller faire les rites de se baigner dans les 12 fontaines, c'est sirène. Est-ce qu'on aurait besoin d'aller jusqu'à Bali pour faire ça? Je suis pas sûre. Est-ce qu'on pourrait pas se dire qu'en Bretagne, on se retrouve et en fait, on se jette de l'eau les uns sur les autres et on se sent vivifié de ça. Moi, je sais pas pourquoi on peut pas le faire. Pour moi, en fait, on a inversé l'exceptionnel et la norme quelque part. Pour la sirène, il y a des personnes qui, à chaque fois qu'elles vont toucher l'eau, vont en conscience poser une petite prière dans l'eau. Et ça, c'est extrêmement accessible. Moi, c'est ça que je trouve génial. Écoute, Clémentine, on arrive aux questions de la fin, des questions rituelles que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu te sens à ta place aujourd'hui? C'est une question qui est difficile. Je crois plus vraiment à la notion de place. Moi, je crois à la notion de résonance. J'ai l'impression que la place c'est presque trop figé pour une sirène. Donc je ne me sens pas à ma place, mais je ne me sens plus pas à ma place. C'est beau. Elle ressemble à quoi une journée de Clémentine Sebeau? Une journée de Clémentine Sebeau. Alors, je me réveille toujours sans réveil, ce que je trouve extraordinaire. Je pense que c'est un luxe invraisemblable dans notre vie de se réveiller sans réveil. Je vais voir le lever de soleil tous les matins. Donc, tu te lèves tôt tous les matins? Donc, je me lève tôt tous les matins. Et je vais voir le lever de soleil. Et ça, je sais vraiment qu'une journée avec ou une journée sans lever de soleil, c'est pas la même journée. Il y a une vitalité du lever de soleil qui est incroyable. C'est vraiment l'énergie de la vie. C'est comme le soleil vient nous dire, ça y est, c'est le jour, mets-toi en route. Dans mon idéal, après je médite,
Là, en ce moment, c'est un de mes vraies problématiques avec mon genou. Comme je peux pas me mettre en tailleur, j'arrive pas à méditer. Donc, je pratique la présence, mais j'arrive pas à avoir une méditation intense. Je fais un câlin à mes garçons, surtout à celui qui veut bien des câlins. L'autre, il en veut pas. Donc, je vais le réveiller. Je fais un câlin. Je fais le petit-déj. Je l'amène à l'école. Souvent, on met de la musique. Et après, c'est flou. Ça dépend des jours. Je mélange beaucoup le très intense et le très lent. J'ai une vie qui est pas du tout linéaire. Donc, je vais me plonger, travailler à fond sur un projet ou être dans un mode très très lent. Je peux travailler beaucoup et puis d'un seul coup mettre une musique et puis danser de manière toute flottante. Si je bug par exemple, en fait tant que l'énergie est là, je fais. Et à partir du moment où je sens que je bug, je reste jamais assise à un bureau à bloquer sur un sujet que j'arrive pas à gérer. Systématiquement, je sors, je bouge, je vais me faire une couronne de fleurs, je vais me baigner, je vais marcher pieds nus. Donc c'est comme ça. Après, souvent, je pratique le jeûne intermittent. Donc normalement, je dîne à 18h30 et je mange pas avant midi et demi. Souvent des fruits vers midi et demi. Donc j'ai une tendance végétarienne. Et puis après, je récupère mes enfants. Donc là, j'ai fait mes projets et tout ça. Quand mon genou marche, s'il y a du vent, je vais faire du kitesurf en fin de journée. Mes enfants viennent, soit on se balade sur la plage, soit on est ensemble. Et puis on dîne, on fait des jeux de famille ou on n'en fait pas. Enfin, c'est très très variable. Mais ce qui est important, c'est vraiment pour moi, ce mélange de quand je travaille, quand je suis plongée, je suis complètement plongée et je fais je suis entre guillemets très efficace, mais sur des petites durées. Et je m'autorise complètement à avoir cette petite durée d'efficacité et après ce temps très très long. Et finalement, étonnamment, tout se fait à temps. Oui, tu en fais pas moins en ayant moins de plages horaires travail entre guillemets, mais peut-être plus intense. Non, exactement. Alors je dis, et c'est rigolo, je parle avec une copine justement de quand j'étais avocate, souvent je me dis, mais je suis devenue vieille. Enfin, je serais plus capable de faire, et ça c'est une réalité. Je sais pas. 8 heures. Je serais plus du tout capable de faire les plages horaires que je faisais avant. Mais finalement, je pense que je mène beaucoup plus de projets et de manière harmonieuse et des projets qui ont du sens. Alors je ne sais rien faire qui n'a pas de sens pour moi, ce qui a été problématique mais qui l'est plus. Mais je mène plus de projets à terme et de manière qualitative et dans les délais, parce que finalement, vraiment, parfois il y a des plages horaires qui s'ouvrent devant moi, je ne sais pas comment. Il y a un espace-temps qui se crée, mais je suis toujours à temps sur ce que je dois faire. Si demain tu n'avais aucune contrainte, qu'est-ce que tu ferais ? Je ferais pareil. Qu'est-ce que le mot émerveillement t'inspire ? Émerveillement, ça m'inspire forcément sur les sirènes. Oui. Les sirènes, l'arc-en-ciel, le temps. Justement, pour moi, l'émerveillement, c'est ça, c'est quand le temps s'arrête. Quand on s'émerveille, ça va avec la notion du beau. En fait, quand on s'émerveille, c'est ça que j'adore, c'est qu'il y a une rupture d'espace-temps dans notre sensation. Et je trouve que c'est le meilleur moyen de se plonger dans la sirène. On s'émerveille, il n'y a plus rien qu'à de prise, le temps s'arrête, on se plonge dans le truc, et même inconsciemment, en fait, on ne le contrôle plus. C'est juste le temps n'a plus de prise sur nous. Ça, j'adore. La liberté, c'est quoi pour toi ? La liberté, je pense que c'est un idéal. Tu es libre aujourd'hui ? Je pense que tout le monde te dirait que oui. Moi, sincèrement, je me sens assez libre. Je vois peut-être que la liberté aussi, c'est avoir conscience des limites et de les accepter. C'est peut-être justement de plus se battre contre les limites à la liberté. Et on arrive à la question signature du podcast. Quel message tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent ? Je redis, la vie est belle. Ah, bah oui. Et fluide. Oui. Eh ben, c'est merveilleux. Merci beaucoup Clémentine pour tous ces partages. On va s'arrêter sur ces jolis mots. Merci. Merci beaucoup à toi. Merci à toi pour ton écoute jusqu'ici. Si ce moment t'a plu et nourri, je t'invite à le partager à qui en aurait besoin. J'anime et produis cette émission seule depuis 6 ans. Et pour encourager mon travail, tu peux laisser quelques étoiles et un commentaire sous l'épisode.
et en faire une story sur Instagram en identifiant Nouvel Oeil. On peut aussi se retrouver sur Substack. J'y écris une newsletter, 1, 2, 3 soleil. J'essaie d'y déposer autant d'amour que de bribes d'inspiration pour construire une pensée loin de l'instantanéité des réseaux sociaux. On est déjà toute une jolie communauté de soleil et tu pourras t'inscrire au club lecture que j'anime tous les mois. Voilà, merci pour tout et en attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.